Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Ouverture ce matin d'un forum de haut niveau de mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Ce forum est organisé par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA-ACT au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Suivez le compte rendu. Cette cérémonie, rehaussée par la présence de la première dame, Madame Hadiza Bazoum, marque le lancement du forum de haut niveau de mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement organisé par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA. En effet, bien que l'accès à l'eau potable soit un droit universel, un Nigérien sur deux n'a pas accès à l'eau potable en milieu rural. L'eau est un facteur de développement. Aucun pays ne peut amorcer son développement économique et social tant qu'il n'arrive pas à régler la question de l'eau. Et aujourd'hui, retenez bien, un Nigérien sur deux n'a pas accès à l'eau potable. 16 millions de personnes défèquent à l'air libre. Une situation qui dégrade notre économie, notre environnement, l'éducation et même la santé. C'est pour mettre tout le monde à contribution, tout le monde à témoin, pour que nous comprenions, nous partageons la même idée par rapport au secteur de l'eau, que ce forum de haut niveau se tient aujourd'hui en prélude à la célébration de la journée mondiale de l'eau qui aura lieu le 22 mars à Dakar. Après une présentation des grands axes du programme de Renaissance Acte 3, notamment sur le secteur d'eau et assainissement, le ministre de l'Hydraulique a souligné les actions menées par les autorités dans le cadre de l'accès à l'eau potable, surtout en milieu rural. C'est pour accélérer l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement et atteindre les objectifs du développement durable d'ici 2030 que les autorités de la 7e République ont adopté deux importants documents le 9 mai 2017, à savoir le programme sectoriel eau, hygiène, assainissement PROSEA et le plan d'action national pour la gestion intégrée des ressources en eau PANGIR. Le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement constitue une des priorités de l'axe 3 du développement de capital humain de la DPG et qui rehausse le financement du secteur de 3 à 7% du budget alloué. Quant à la première dame, présidente de la Fondation Nour, elle se réjouit du choix porté en son nom pour être la marraine de ce forum, tout en appelant les participants pour une forte mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. L'eau, c'est la vie. L'hygiène, c'est la santé et l'assainissement, c'est la dignité. C'est pourquoi j'accepte d'être ambassadrice du secteur de l'eau, l'hygiène et de l'assainissement afin de matérialiser la volonté politique du président de la République. Je m'engage à porter le plaidoyer et à mobiliser tous les acteurs nationaux et internationaux autour de cette noble volonté politique. Au terme des assises de cette première édition, les institutions accompagnant le REGEA ont tour à tour salué l'initiative et leur engagement à accompagner le secteur de l'eau au Niger. C'est par la remise d'un trophée à la première dame qui fait d'elle l'ambassadrice du secteur de l'eau au Niger qu'a pris fin la cérémonie. Le 15 mars de chaque année est une journée consacrée à la journée mondiale des consommateurs. Cette journée, née des mouvements internationaux, a pour objectif la protection du droit des consommateurs. Au Niger, la célébration de cette journée ne représente pas grand intérêt pour les citoyens vu la cherté de la vie qui gangrène le quotidien. C'est un reportage de Ibrahim Boubacar et Abdelnasser Saïdou. Célébrer le 15 mars de chaque année, la journée internationale des consommateurs est une journée née de l'initiative de l'Association internationale des consommateurs. Elle doit normalement veiller au respect scrupuleux des droits de tous les consommateurs. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre également cette journée seulement dans un contexte particulier, essentiellement marqué par la flambée des prix des produits de première nécessité. Ces temps-ci, l'on assiste malheureusement à un développement de l'esprit capitaliste caractérisé par les gains au détriment des textes fondateurs élaborés pour protéger les consommateurs. Une situation que les acteurs sociaux imputent uniquement à l'inaction des dits consommateurs.
dans nos pays, le mouvement consumériste est apparu pratiquement vers les années 90. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons été amenés à l'époque à décider de créer notre organisation, l'Organisation des consommateurs du Niger, au courant de l'année 1992. De 1992 à aujourd'hui, ça fait 30 ans que nous avons travaillé progressivement à amener les citoyens nigériens à prendre conscience en tant que citoyens consommateurs qu'ils ont des droits et des devoirs et qu'ils ont la possibilité en tant que citoyens dans tous les secteurs de la vie nationale, dans tous les actes de délivrance des biens et services, à tous les niveaux, il est possible de faire changer la donne. Il est possible de s'impliquer dans l'approche, dans la démarche, pour une amélioration continue des conditions de vie de la population. Mais plus on avance, plus les gens deviennent... Regarde, on est comme si en train de vivre une dictature qui ne dit pas son nom. Parce que lorsque tu as des droits, tu refuses même de les faire valoir. Lorsque tu dois être capable de participer, juste on ne demande rien. On dit, venez un matin à 10h, retrouvons-nous à tel endroit. Et que vous venez, si on est là debout, tout le monde a vu qu'on est là. Voilà, tout ce monde-là que vous voyez, il n'est pas d'accord. Vous avez vu dans certains pays comment les gens font. Tel qu'ils se mobilisent, il n'y a rien, on ne touche rien. Nous, tout le monde qui nous connaît, c'est que nous sommes capables de faire des manifestations citoyennes et patriotiques où on ne touche même pas un seul cheveu de quelqu'un, où on ne touche même pas un seul grain de quelqu'un. On a fait ça combien de fois? Du côté des consommateurs, et décrit une certaine injustice de la part du gouvernement. Niger no ine gondar zakan labe maame Niger no talkan de labe maame da miliya ni lokaci kan essence man fat Niger essence woydu cindugu ba cara ngono borega de hun kuna irin de essence zongun de daloway ngun ga de station amma irko ise im kai gugu na zama wallahi irko kani da boregine irko di nogi di dinga ga kaje iba iman ba mutkul kan ma kani da han fo wallahi min tuwakin da gudi chargame aban fe fisbillahi baf na okay gabe ngoro chada aya kul chada gabe buro bumbo kuna go halmar yi waita ci boulangerie ndi wala ne mo nongo ngim kay maner bore se woygu donc ndi aya chada borkan ngin wo marje woygu mbo kun marjino kilago agwal zongo donc indi wala wati min musa ko marjinago irtum sebanda 10000 11000 on kun musa ko go hal marje on kun hayni sa ko go hala 20 iphone wala 30 iphone non kunago donc indi moro tiada. Il y a à rappeler que l'origine de la célébration de cette journée tire ses sources d'un discours prononcé le 15 mars 1962 par l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy, dépassé par l'insouciance des entreprises et des opérateurs. Et depuis lors, 4 droits fondamentaux ont été adoptés pour veiller sur les consommateurs et tenir compte de leur pouvoir d'achat. Il s'agit donc du droit à la sécurité, du droit au savoir, le droit d'être informé et celui d'être entendu. Par rapport toujours à cette journée mondiale des consommateurs qui coïncide avec le 17e anniversaire de la marche historique qu'avait organisée la coalition d'État, équité, qualité contre la vie chère au Niger, un des organisateurs de cette marche nous rappelle les souvenirs de cette journée historique au cours de laquelle pas moins de 150 000 Nigériens ont répondu à l'appel pour protester contre la situation. Suivez-nous Mamadou Arzika de la coalition Équité, Qualité contre la vie chère au Niger. Une date de souvenir, une date anniversaire de ce grand rendez-vous citoyen et qui a vu le jour le 15 mars 2005 à l'appel de la coalition Équité Qualité contre la vie chère, un cadre de lutte citoyenne que nous avons conçu et mis en place pour justement lutter contre la situation
de la précarité des citoyens nigériens, notamment face à la nouvelle, à la loi de finances rectificative que le gouvernement de l'époque avait initiée et qui prévoyait d'augmenter de manière structurelle le prix des produits de première nécessité à travers l'institution d'un certain nombre de nouvelles mesures fiscales telles que la TVA et les droits d'accise sur certains produits de première nécessité comme le riz, les huiles alimentaires et bien d'autres céréales que nous avons estimées à l'époque proprement inacceptables. Et face à cette situation qui devait renchérir le coût de la vie et des citoyens, donc nous avons à l'époque estimé qu'il fallait nous mobiliser face à ces conditions qui devaient renchérir le coût de la vie de tout le monde et faire en sorte que nous puissions amener le gouvernement à reconsidérer sa décision, parce que justement d'ailleurs il y avait de l'illégalité dans l'approche. C'est une loi de finances qui n'a même pas été mise en œuvre et qui a été rectifiée dès l'entame de l'année. Et nous avons estimé que c'était pas du tout ça. Et à l'époque, nous avons réussi à amener les Nigériens à prendre conscience que lorsque on vit en démocratie et qu'il y a des problèmes qui sont de nature à étreindre les citoyens, la population, et de manière démocratique, il est possible que les citoyens, une fois qu'ils se mobilisent de façon résolue et déterminée, ils peuvent amener des changements. Parce que nous sommes en démocratie et la nature de la démocratie que nous avons choisie, le principe de la République de notre pays, le premier des principes à l'époque, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire que si les citoyens ne sont pas d'accord avec une certaine politique publique. Vous suivrez l'intégralité de cette intervention de Nuhu Mamadou Arzika en partie magazine de cette édition. Et puis ce communiqué de presse de l'ambassade de la République de Turquie au Niger. Le communiqué est ainsi libellé comme annoncé par son Excellence Recep Erdogan, président de la République de Turquie, d'envoyer un don de 15 millions de doses de vaccin Sinovac contre la COVID-19 aux pays africains lors du 3e sommet de partenariat Turquie-Afrique tenu à Istanbul du 16 au 18 décembre 2021, auquel a participé le Premier ministre de la République du Niger, son Excellence Oumoudou Mahamadou, à la tête d'une forte délégation nigérienne. C'est dans ce contexte que la Turquie a officiellement livré 200 000 doses aux autorités nigériennes, représentant la première partie d'une aide de 500 000 doses de vaccin Sinovac. Son Excellence l'ambassadeur Mustafa Ari a rappelé dans l'intervention que la Turquie a en pleine crise de Covid soutenu le peuple du Niger avec un don de 80 000 masques, des kits de protection Covid, dont 50 000 combinaisons et 2 000 lunettes et des ventilateurs dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la COVID-19. Tous ces équipements médicaux ont été à 2 reprises délivrés par un avion militaire de la République de Turquie. La première fois le 4 juin 2020 et la seconde à la suite d'une visite de travail au Niger de notre ministre des Affaires étrangères le 20 juillet 2020. L'ambassadeur Mustafa Ari a également mentionné la contribution de Turkish Airlines, lequel a assuré gracieusement le retour à Niamey de 116 citoyens nigériens par un vol de rapatriement le 17 juillet 2020 après la mesure préventive de fermeture des frontières prise par les autorités turques. La Turquie tient à accompagner le Niger, pays frère et ami, dans son développement socio-économique, comme l'ont réaffirmé les autorités
turc à son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, lors de sa visite de travail et d'amitié en Turquie du 9 au 12 mars 2022, a conclu son Excellence Moustapha arrivé à Niamey le 14 mars 2022. Autre aspect de cette édition, des structures sous-régionales, notamment le mécanisme régional de financement du GCERAF et G5 Sahel collaborent avec les organisations des pays de la zone de 3 frontières, Burkina Faso, Mali et Niger, pour la stabilisation de la région. Au Niger, c'est l'association des scouts qui va piloter un projet en faveur des jeunes et des femmes de la région de Tillabéri. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. C'est dans le souci de créer toutes les conditions pour un retour de la paix dans la région de Tillabéri que le projet d'appui à l'autonomisation des jeunes et des femmes les plus vulnérables face à la radicalisation et à l'extrémisme violent dans la région de Tillabéri a vu le jour. Un projet qui sera piloté par l'association des scouts du Niger. À partir du 1er avril, les activités vont démarrer et l'association des scouts du Niger, qui a le lead de ce projet, va mettre tous ses efforts pour que les principaux bénéficiaires, qui seront issus de 12 communes, issus de 11 départements de la région de Tillabéri, puissent être tournés vers d'autres métiers. Il faut rappeler que les principaux bénéficiaires seront les femmes et les jeunes, les plus vulnérables face à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Donc nous allons travailler à faire en sorte qu'au bout de ces 21 mois, ces groupes cibles puissent être autonomisés et être des acteurs de changement dans les différentes localités cibles de ce projet. Les jeunes, les femmes, les autorités publiques de la région de Tillabéri et les forces de défense et de sécurité sont les principales cibles de ce projet. Malgré tous les efforts du gouvernement et de ses partenaires, les défis restent à relever et les solutions à trouver pour la lutte contre l'extrémisme violent. Il faut des actions concrètes. Il faut développer la résilience des communautés. Il faut promouvoir l'engagement des jeunes. Il faut promouvoir le retour de l'État dans les zones délaissées. C'est pour cela que le gouvernement du Niger souhaite voir l'extension des activités du GCERF à d'autres régions comme Difa, Agadez, Tawa, qui sont elles également confrontées aux mêmes défis sécuritaires. Vraiment pas les ressources qui sont en direction de notre pays qui manquent. On nous demande de nous organiser et d'avoir des idées de projets, des idées d'intervention, des choses qui peuvent être extrêmement efficaces sur le terrain. C'est surtout cela. Je n'ai absolument aucun doute que la mobilisation internationale des partenaires auprès du Niger est une grande mobilisation et qu'elle va continuer. Ce programme concerne 3 pays du G5 Sahel déstabilisés par les groupes terroristes, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Un projet financé à hauteur de 504 millions de francs CFA par le mécanisme régional de financement avec ses partenaires ALG et G5 Sahel. Ce projet vise à accroître l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes, accroître les échanges socio-économiques, le dialogue et la concertation entre les différentes communautés frontalières, entre autres. Après cette cérémonie, la visite des centres de jeunes de Kouartagui, siège de l'association scout du Niger, a été visitée. Une visite guidée pour voir clair les conditions de travail des jeunes scouts du Niger. Ibrahim a 24 ans. Son parcours de migrant l'a amené à Arlit, au Niger, en novembre 2021. Originaire de la Côte d'Ivoire, Ibrahim a décidé de quitter son pays natal à cause du chômage. Il nous fait part de son parcours et de ses perspectives d'avenir dans cette interview du studio Kalangu. Ce qui m'a poussé un peu à sortir du pays, voilà, c'était un peu le manque
boulot et puis il y avait aussi le chômage, je n'arrivais pas à subvenir à mes besoins. Alors là, je suis parti au Mali. Voilà. Donc avec des policiers sur la route, vraiment c'était pas facile. Et si je n'arrivais pas à payer vraiment les policiers, vraiment une bastonnette qui tabassait sur la route. Pour arriver pour moi en Alger, il fallait forcément passer par des passeurs. Donc du coup j'ai eu à rencontrer un réseau de passeurs. Voilà. Eux ils m'ont aidé, ils m'ont dit vraiment il fallait payer au moins la somme de 250 000 francs. Vous voyez, donc pour arriver en Algérie. Donc c'est ainsi, lui il est parti avec nous, il nous a laissés dans le désert. Il nous a escroqués au fait. On a fait au moins 3 jours là-bas et c'était pas facile parce qu'on lui avait donné tout notre argent. Pour entrer un peu en Algérie, il fallait vraiment essayer aussi de payer ces passeurs-là pour entrer. Oh, nous n'avons pas les moyens. Donc moi, ce que j'ai fait pratiquement, j'ai appelé à la maison Côte d'Ivoire. Ils m'ont expédié un peu d'argent là. Voilà, donc j'ai payé et puis bon. Par la grâce de Dieu, il ne fallait pas rencontrer aussi les policiers algériens. Donc vous voyez, donc c'était pas facile. Arrivé en Alger, d'abord il y avait le problème de repère, on ne savait pas où aller parce qu'on n'avait pas de travail. Il n'y avait pas un coin où dormir. Donc tu vois, on a fait pratiquement une semaine dans ça. Hein. On dormait dans la rue, tout. Bon, c'est nos frères même migrants qui étaient là-bas, qui résidaient là-bas aussi, qui nous aidaient souvent de temps en temps. Un jour, une nuit, les policiers ils sont venus. Voilà, des policiers algériens, ils sont venus là, ils sont tombés chez nous. Et on nous a envoyés en prison. On a fait près d'une semaine là-bas. En prison aussi, là aussi, on arrivait à peine à manger au moins 2 fois par jour. Et c'est ainsi que de là-bas, on nous a pris dans une voiture là. Et on nous a expédiés à Samaka, de Tamaracet à Samaka. Arrivé à Arlit d'abord, je ne connaissais d'abord personne ici. Hein. Voilà, je ne connaissais d'abord personne. Donc je suis resté ici, j'ai voulu chercher un boulot à faire. Et c'est ainsi que je suis tombé chez un bon samaritain qui m'a aidé un peu. Voilà, comme je connaissais un peu la coiffure, donc il a trouvé un endroit pour moi. Il m'a dirigé vers là et aussi un coin pour dormir. Et le gars, chez qui je suis tombé, le bon samaritain là, c'est lui qui m'a orienté, qui m'a parlé un peu du CRS. Voilà, c'est lui qui m'a parlé un peu du CRS un peu. Donc je suis venu au CRS et là vraiment ils m'ont écouté, vraiment, ça m'a fait plaisir avec tout ce que j'ai rencontré en Algérie, sur la route, tout ça vraiment. Le CRS m'a secouru un peu. Voilà, premièrement ils m'ont remis un bon alimentaire de 15 000 francs. Et voilà, car ce moment j'en avais besoin. Pour mon plan actuellement, ce que j'ai planifié en ce moment, voilà, c'était pour essayer de rester un peu ici, même si c'était pour un bon bout de temps, au moins de 1 an par là ou 2 ans, rester, essayer de faire un peu d'économie et puis bon, essayer de retourner chez moi. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'intervention de Nuhu Mahamadou Arzika de la coalition Équité, Qualité contre la vie chère au Niger à l'occasion de la journée mondiale des consommateurs qui coïncide avec le 17e anniversaire de la marche historique organisée par la dite coalition. Très bonne réception et au revoir. Qui est une date de souvenir, une date anniversaire de ce grand rendez-vous citoyen et qui a vu le jour le 15 mars 2005 à l'appel de la coalition Équité Qualité contre la vie chère, un cadre de lutte citoyenne que nous avons conçu et mis en place pour justement lutter contre la situation et de la précarité des citoyens nigériens, notamment face à la nouvelle, à la loi de finances rectificative que le gouvernement de l'époque avait initiée et qui prévoyait d'augmenter de manière structurelle le prix des produits de première nécessité à travers l'institution d'un certain nombre de nouvelles mesures fiscales telles que la TVA et les droits d'accise sur certains produits de première nécessité comme le riz, les huiles alimentaires et bien d'autres céréales que
nous avons estimé à l'époque proprement inacceptable. Et face à cette situation qui devait renchérir le coût de la vie et des citoyens, donc nous avons à l'époque estimé qu'il fallait nous mobiliser face à ces conditions qui devaient renchérir le coût de la vie de tout le monde et faire en sorte que nous puissions amener le gouvernement à reconsidérer sa décision, parce que justement d'ailleurs il y avait de l'illégalité dans l'approche. C'est une loi de finances qui n'a même pas été mise en œuvre et qui a été rectifiée dès l'entame de l'année. Et nous avons estimé que c'était pas du tout ça. Et à l'époque, nous avons réussi à amener les Nigériens à prendre conscience que lorsque on vit en démocratie et qu'il y a des problèmes qui sont de nature à étreindre les citoyens, la population, et de manière démocratique, il est possible que les citoyens, une fois qu'ils se mobilisent de façon résolue et déterminée, ils peuvent amener des changements. Parce que nous sommes en démocratie et la nature de la démocratie que nous avons choisie, le principe de la République de notre pays, le premier des principes à l'époque, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire que si les citoyens ne sont pas d'accord avec une certaine politique publique pensée et mise en œuvre, ils ont la possibilité de le faire savoir en le signifiant à travers les moyens d'action qui sont démocratiquement prévus, tels que l'expression en faisant savoir, ou même faire des manifestations pour pouvoir l'exprimer. Et c'est ce que nous avons fait à l'époque. Nous avons invité les citoyens à participer à un meeting à l'occasion de la journée mondiale des consommateurs. On a saisi cette occasion, comme c'est le cas aujourd'hui, et pour dire que voilà, la situation, nous sommes des consommateurs. En tant que citoyens consommateurs, voilà ce que le gouvernement est en train de faire. Et on n'est pas d'accord avec ça. On l'invite à corriger, à revoir sa copie et à être dans la position d'entrevoir d'autres nouvelles approches pour pouvoir régler la question. Ce qui a facilité, et en tout cas, l'engagement commun de beaucoup de Nigériens qui ont fait que le 15 mars 2005, on estimait à plus de 150 000 personnes qui sont mobilisées pour participer à ce meeting historique du 15 mars 2005. Et d'ailleurs, les jours suivants, parce qu'après, ça a donné un peu de l'embonpoint, du tonus, et plus tard, même quand le gouvernement a voulu obstruer l'action, donc on a imaginé d'autres approches pour dire, bon, écoutez, nous, on ne fait pas la guerre, on ne fait pas de la violence, nous sommes des citoyens, nous exprimons de manière démocratique nos points de vue, nos sentiments face aux politiques publiques qui sont conçues et mises en œuvre par le gouvernement. Et nous attendons qu'un gouvernement citoyen, un gouvernement républicain doit écouter sa population, doit être à l'écoute de sa population, doit entendre sa population et doit formuler des propositions correctes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons, à l'époque, discuté avec le régime de la Ve République sous l'empire de la gestion de M. Tanja Mamadou, et qui a fait preuve d'un comportement démocratique très, très, très appréciable, et qu'aujourd'hui, le peuple nigérien sont régulièrement en train de regretter ça. Parce que voilà, qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas la possibilité d'être écouté, vous n'avez pas la possibilité de le faire savoir. Les manifestations sont totalement bloqués, et tous les comment on appelle ça, tous les droits civiques, on peut dire, sont aujourd'hui rétrécis régulièrement, et vous ne pouvez plus faire des manifestations dans ce pays désormais. Justement, M. le Président, on sait que si en 2005 c'était une loi, c'est à l'occasion de l'adoption du droit, notamment la loi rectificative des finances de l'année 2005, qui était à l'origine de l'augmentation des prix de certains produits de nécessité, donc de la cherté de la vie. Aujourd'hui, le contexte actuel n'est pas incité par l'avènement ou l'adoption d'une loi, si. mais tous les éléments sont là. La vie mais si. Non, je veux dire la cherté de la vie. Oui, mais c'est ça. La loi là, c'est la loi de 2018. C'est la loi qui a... Mais bien sûr, ça c'est les effets de l'application de la loi de 2018. Les effets sont là, la vie se renchérit. Malheureusement. Le contexte est pratiquement le même. Pire même. Réaction ou pire.
C'est selon. Ouais. Mais la réaction n'est pas la même. Bien sûr, la réaction n'est pas la même parce que tout simplement, c'est le comportement des Nigériens, c'est ce que les Nigériens ont choisi. Vous nous avez trouvé, nous, debout. On n'a jamais faibli dans ce que nous avons choisi de faire. Mais les Nigériens ont choisi de développer d'autres comportements, de pouvoir s'accommoder de ces misères-là et de considérer que, plutôt que de sortir et lutter, plutôt que de s'engager à la lutte et de chercher à braver ce qu'il faut braver, les gens considèrent qu'il vaut mieux qu'ils s'en accommodent. Et puis c'est tout. Et donc nous, notre devoir, notre responsabilité, en tant que citoyens, en tant qu'acteurs de la société civile consciente et qui comprennent bien les enjeux. Nous l'avons fait quand on l'a vu en 2017 déjà, quand le projet de loi de finances qui importait des mesures fiscales dramatiques que le gouvernement est parti importer ailleurs pour venir mettre dans la loi, avec y compris des mesures fiscales et des mesures administratives. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il y a les mesures fiscales, ça c'est les institutions des nouvelles taxes, des nouveaux impôts. Et il y a les mesures administratives qui sont les formules que le gouvernement, que le gouvernement utilise pour pouvoir dire qu'il va recouvrer les impôts. Tel qu'aujourd'hui, le fait que du point de vue administratif, on a modifié le code général des impôts et on a prévu ces mesures-là dans la loi pour dire que dorénavant, il faut même pour surveiller comment les commerçants sont en train de travailler, comment ils collectent les impôts, la TVA et autres. On va instituer la facture normalisée, on va faire la facture certifiée, sachant très bien que nous sommes dans un environnement où malheureusement la majorité de nos commerçants, ce sont même des illettrés qui ne savent même pas manipuler une machine. Les gens font des choses de bouche à oreille, tu as ton produit, tu veux, vous négocier et puis vous donnez, il n'y a même pas de reçu. C'est ça l'environnement de notre économie aujourd'hui. Mais vous voyez bien, le gouvernement est venu, il a pris cette mesure et toutes les vous avez vu, avant-hier, il n'y a pas longtemps, les commerçants étaient arrivés ici pour dire, ah voilà, c'est maintenant, ils ont compris. J'ai dit non, si c'est maintenant vous avez compris, alors donc c'est très bien, allez, assumez-vous. Parce que nous vous avons dit, voilà la situation, comment elle se présente. Voilà ce qui va arriver. Si vous ne vous mobilisez pas pour que, comme en 2005 justement, que l'on puisse être dans la position de ramener le gouvernement à prendre en compte les préoccupations des citoyens, ce qui va arriver risque d'être extrêmement dangereux pour tout le monde. Mais on parle des Nigériens, des mêmes Nigériens de 2005. Non, ce n'est pas les mêmes. Non, c'est ce qui a changé. C'est que les gens sont devenus pourris. Les gens, oui, bien sûr, les 98% des Nigériens sont pourris. Qu'est-ce que vous appelez l'élection de certains d'entre vous? Qui n'a jamais entendu ce que nous sommes en train de faire? Où ça? Mais non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais les gens ont voulu, ils cherchent des petits couloirs et de faciliter. Ils estiment qu'en utilisant ces voies d'action, ça les permet de régler sans difficulté, sans prendre de risques, et leur problème. Nous avons été emprisonnés, vous le savez, et de manière illégale, de manière injuste. Nous avons été, à cause de la loi de finances 2018, on nous a emprisonnés. On est allé jusqu'à la CEDEAO pour gagner le procès. La CEDEAO, quand on est allé là-bas, il y a un arrêt aujourd'hui qui est rendu par la CEDEAO et qui dit que tout le combat que nous avons fait, tout est conforme, tout est légal. C'est même ça qui a fait qu'un de nos camarades qui est resté plus longtemps que, comment on appelle ça, en prison à Zander, son cas spécifique a été traité et il a même fait l'objet d'une indemnisation parce que l'État a abusé. C'était une détention arbitraire et en violation flagrante. Qu'est-ce qui a changé? C'est vous qui avez changé, vous les Nigériens. Parce que vous êtes là, les gens pensent que la voie d'action, c'est de faire des combinaisons avec des politiciens, s'accrocher derrière eux et penser que de cette façon, on peut régler certaines choses. Ou bien croire que non, c'est à des gens qui sont destinés à la lutte et que la lutte, c'est à eux. Voilà, je suis là, non? Est-ce que vous voyez? Je suis là, nous sommes là, on a dit tout ce que depuis combien de semaines on est en train de dire aux gens, la situation là, vous entendez les gens crier, les commerçants qui sont là d'un côté, ils crient, ils estiment que la facture certifiée c'est un problème pour eux parce qu'on les fait des amendes. Mais toutes ces amendes là, mais ça se répercute de manière même parfois abusive, les commerçants là. C'est pas parce que fondamentalement il y a un véritable lien de cause à effet entre l'obligation de faire la facture certifiée et pour faire ressortir les différents éléments de coût d'une facture,
que ça peut entraîner systématiquement ce qui est en train de passer sur le marché, où vous voyez les gens aujourd'hui en train d'augmenter les prix des produits de tous les côtés, dans tous les domaines. Et pourquoi? Parce que tout simplement, les Nigériens, et c'est ce que nous avons dit dans la fin de notre communiqué, nous avons essayé d'attirer l'attention des gens pour leur dire qu'ils sachent qu'il n'y a rien à faire. La lutte là, ce que nous pouvons être amenés à dire, il faut que les gens et les autres sachent que tant qu'il n'y a pas une mobilisation générale et permanente qui puisse amener les uns et les autres à comprendre qu'en tant que citoyen en démocratie, ce n'est pas des petites voies d'action qu'il faut chercher par la violence. Nous avons toujours été un mouvement non violent. Nous avons toujours été un mouvement citoyen et patriotique. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons toujours inscrit notre action et nos luttes pour être dans la position de faire en sorte que les uns et les autres prennent conscience et que nous menons des actions ensemble, de manière citoyenne. Mais pour qu'on aille plus vite, justement à ce propos, s'il doit y avoir une mobilisation générale, un mouvement d'ensemble, etc., cela suppose un leadership qui devait venir de quelque part. Aujourd'hui, d'où pourrait venir ce leadership? Écoutez, s'il vous plaît, ici, là, nous, en ce qui nous concerne, ça fait quand même 30 ans qu'on fait ce travail. Et depuis 30 ans, si quelqu'un nous a pris à défaut, on l'attend. Depuis 30 ans, on est debout. On est en train de mener ce combat. Les gens ont estimé à un moment donné que ce qu'il leur faut, c'est l'autre voie qu'ils ont choisie. Et cette voie-là, maintenant, je pense que tout le monde est en train de faire le point pour se rendre compte que ce n'est pas la voie. La voie, c'est de revenir et de se mettre ensemble pour créer les conditions de cette lutte citoyenne qu'on doit pouvoir faire par la mobilisation. En démocratie, c'est la mobilisation. Quand les gens vont sortir de manière pacifique, en grand nombre, quand ils vont poser des actes de manière pacifique, de manière en grand nombre, il n'y a rien à faire, les données vont changer. Mais si les gens, chacun va rester chez lui, il va se coucher ou se terrer et attendre que ce soit juste un groupuscule de gens qui vont faire quelque chose, nous restons toujours sans solution. C'est clair et net. Parce que il faut que les uns et les autres comprennent qu'aujourd'hui, vous avez parlé de crise de leadership. Moi, je ne me sens même pas dans cette logique-là. Il n'y a pas de... Les choses sont simples. Le leadership, là, ça ne se décrète pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est la manière de travailler des gens. C'est leur engagement, c'est leur détermination, c'est leur résolution. Et c'est ça qui pourra les faire de leader ou pas. Un leader ne se décrète pas. Et c'est pas, la preuve, nous, on n'a aucun décret. On ne cherche pas un décret. On n'attend rien en termes de décret. On a eu toutes les propositions du monde. On n'a jamais accepté ça. Parce que nous avons compris que ce que nous avons choisi de faire là, sous la forme que nous sommes en train de le faire, c'est ça la voie d'action citoyenne et patriotique que nous devons conduire à mener. Maintenant, tant que les Nigériens ne se mobilisent pas, mais on ne fait pas plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mise en confiance. Wallahi tallahi, que personne ne se sente en confiance par rapport à la lutte là, et qu'on reste comme ça et on verra comment les choses vont se faire. Nous n'avons jamais fait une manifestation sans autorisation. Et puis il ne s'agit même pas d'autorisation. Il faut savoir que nous avons lutté pour que dans ce pays il y ait la liberté d'association. Et la liberté de manifestation, elle se déclare tout simplement. Et lorsqu'elle se déclare, les autorités sont obligées de prendre action, n'ont pas d'arguments pour justifier ça. Et les arguments qu'elles invoquent, vous avez vu que c'est des arguments fantaisistes. C'est juste des formules que les gens trouvent. Et comme en face, il n'y a rien. Mais avant, vous ne prenez pas ça en compte quand même. Quoi ça? Les arguments fantaisistes que vous venez de dire que la ville de Niamey fait pour empêcher les manifestations. Mais, vous prenez ça, vous appelez les Nigériens à sortir maintenant. Mais écoutez, même maintenant, on a appelé les Nigériens. On appelle les Nigériens à sortir, mais maintenant, ce que nous ne faisons plus, c'est de considérer que nous allons, nous, en ce qui nous concerne aujourd'hui, être là en train de faire porte à porte pour demander aux Nigériens de sortir pour une cause qui les concerne. Nous, on est là, on est dehors. Tout celui qui vient ici, au même endroit, il va nous trouver et nous sommes là. La preuve, vous êtes venus, vous avez vu, on est là. Dernière question. 2005, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. 7 ans après, vous dites que les Nigériens ont baissé les bras. Bon, est-ce qu'il y a quelques acquis dont on peut parler
de ce qui s'est passé en 2005, aujourd'hui, 17 ans après, est-ce qu'il y a quelques acquis qu'on peut évoquer? Mais bien sûr. Et quels sont ces acquis? Mais bien sûr, les acquis, c'est que il y a qu'on peut parler de ça, non? Pour dire que voilà ce qui a pu être fait. Et si aujourd'hui les gens ne sont plus capables de se mobiliser pour le faire, ils n'ont qu'à se plaindre d'eux-mêmes. Ils n'ont qu'à se plaindre d'eux-mêmes. Ce qui nous arrive là, le pire est arrivé. Je vous dis, nous avons, après 2005, mené des combats. Et les objectifs que nous sommes assignés ont même rendu l'État capable. Vous vous rendez compte? En 2005, au moment où on avait fait le combat de 2005, le budget de l'État était autour de 400 milliards. 400 milliards, hein? Le budget de l'État, c'est autour de 400 milliards, 400 milliards. Nous avons dit au gouvernement de ne pas accepter d'aller dans le sens de ces mesures fiscales. On ne peut pas faire du développement économique et social d'un pays comme le nôtre sur la base de la fiscalité sur des pauvres qui n'ont rien. Par contre, nous sommes un pays riche avec du potentiel qu'on peut mettre en valeur. Et que l'État doit s'organiser pour changer de politique, diversifier les partenaires et puis valoriser et revaloriser nos ressources minières et pétrolières pour rendre possible que l'État puisse avoir des ressources additionnelles non fiscales. Et cette proposition que nous avons formulée au régime de l'époque l'a amené à élaborer le code minier de 2006, le code pétrolier de 2006. On s'est mis dans la logique de mettre en valeur ces ressources-là. Et tout le monde a eu le temps de se rendre compte que grâce à ça, le budget du Niger qui était à l'époque à 400 milliards, autour de 400 milliards, aujourd'hui il est à un peu moins de 3 000 milliards. 3 000 milliards, entends bien. Un peu moins de 3 000 milliards, parce que le budget qu'on vient de voter, c'est 2 900 et quelques milliards. Ce n'est que le produit de ce travail-là. Maintenant, quand tout ça, là, toute cette croissance enregistrée, cumulée sur ces années-là, en termes de comment elle a été utilisée, comment on a réparti ça. Les gens, il y a eu une très mauvaise répartition des fruits de la croissance. Un petit groupuscule de gens ont tout caporalisé. Ils se sont mis bougrement à s'enrichir. Comme aujourd'hui, vous pouvez trouver des gens qui, en 2004, n'avaient même pas 100 000 francs dans leurs mains. Aujourd'hui, ils ont des milliards dans leur poche, dans leur compte. Ils sont là, ils circulent. Mais nous, vous nous avez vu, on est là. On est là où on est. On n'a pas changé. L'objectif n'est pas que nous, on change ou que notre situation change. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons bénéficié d'une sorte d'ingratitude incroyable. Quels autres acquis? Les autres acquis, c'est que la méthode de lutte, on l'avait bien appris aux gens. Les gens savent qu'on peut... Avant, tu as vu les commerçants, ils ont utilisé là. Quand ils sont venus, ils ont vu qu'il faut qu'ils bougent. Maintenant, ils ont utilisé les mêmes méthodes qu'on les a expliquées, qu'on les a apprises pour dire que en démocratie, ce n'est pas la violence. Mais il y a des voies d'action démocratiques et citoyennes qui peuvent permettre de faire. Quand en 2005, nous avons fait la manifestation de 2005 le 15 mars, quand la semaine d'après, le gouvernement a voulu refuser, il a pris des dispositions pour empêcher la manifestation sur la voie publique. Et devant le risque de confrontation avec les forces de l'ordre, considérant que leur problème et le nôtre, c'est le même, nous avons changé de fusil d'épaule. On a opté pour l'opération Ville Morte. Et la Ville Morte, c'est quoi? C'est juste un engagement citoyen, une manière de prouver par soi-même et vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale qu'on est foncièrement, résolument engagé et déterminé à mener le combat dans l'intérêt des objectifs que nous poursuivons, et on est prêt à faire des sacrifices. Et ce sont ces sacrifices-là, vous vous rendez compte? C'est ça le sacrifice-là que nous devons être à mesure de faire pour que les gens sentent que nous sommes résolus. Et quand on l'avait fait, une ville morte, une deuxième voie qui est même devenue pays mort, et à la fin, le gouvernement a été obligé de se rendre compte que vraiment, tout le peuple n'est pas d'accord. Nous sommes un gouvernement soi-disant démocratique, et donc nous sommes obligés d'écouter les gens. Et c'est ça qui a été la particularité de M. Tanja Mamadou. Qui lui, pendant que nous... Avant, on ne pouvait... Moi, personnellement, Azika, je ne pouvais pas imaginer que Tanja, président de la République, il pouvait avoir ce comportement démocratique, que ce que nos amis, nos camarades, avec lesquels nous avons fait le combat pour la démocratie, sont venus aujourd'hui à développer comme comportement. Où ils empêchent, ils bloquent tout. Tout moyen d'action démocratique est bloqué dans ce pays. Tout. En termes de manifestation de rue publique. Si tu fais quelque chose, tu dis des choses, on t'affuble d'une étiquette
On considère que c'est comme si tu es manipulé, comme si jadis. Et ils ont pu manipuler des gens pour faire ce qu'on a pu faire en termes de combat à l'époque. Jamais. Et ils le savent. Et donc aujourd'hui, moi je plains le peuple nigérien. Wallahi, je plains le peuple nigérien. De ma position là, de ma situation là, je te jure que je plains le peuple nigérien. Parce que, regardez même dans toute la sous-région, tous les peuples se mobilisent pour défendre leurs droits. Audio